Et c'est parti pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure américain comme tous les lundis à 17h45 où nous avons le plaisir de retrouver en duplex Pierre-Yves Dugas, le correspondant donc de Smart Bourse aux États-Unis. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour camarades. Alors on va commencer avec un premier sujet ensemble. On rappelle que les marchés américains sont fermés aujourd'hui en raison du President's Day. On regarde tout de même une valeur, Google, Alphabet, en bourse, qui d'ailleurs, notons-le, perd 27% de sa valeur sur un an. Une valeur qui est à la peine, Pierre-Yves. Oui, une valeur qui est sanctionnée par le marché depuis un mois. Par exemple, Google perd 5%, Microsoft gagne 7%. Et vous venez de le dire, en un an, Google perd 27%. Microsoft, et je prends Microsoft à dessein, vous allez voir pourquoi, Microsoft depuis un an ne perd que 11%. Alors, nous avons eu plusieurs explications pour ces contre-performances. D'abord, il y a des résultats trimestriels qui ont été décevants. Pour la première fois depuis la pandémie, les recettes publicitaires qui constituent l'énorme majorité des recettes de Google, ces recettes ont reculé. Si on fait exception de la pandémie, ça ne s'était pas produit depuis que Google est entré en bourse, c'est-à-dire depuis 2004. Et puis, il y a cette espèce de cafouillage et cette espèce de montée en puissance qui surprend de Microsoft sur un cafouillage de Google et montée en puissance de Microsoft en même temps sur un créneau qui devrait être un créneau de prédilection pour Google et qui pour le moment semble un petit peu prendre Google par surprise. C'est celui de la technologie conversationnelle d'intelligence artificielle. Microsoft a fait des annonces d'intégration de cette technologie qui a été acquise avec une participation dans un système ouvert, alors que Google mise depuis des années et a investi des milliards de dollars dans cette technologie et nous propose quelque chose qui pour le moment n'est pas très clair, avec un calendrier qui est encore flou et qui laisse donc beaucoup ses actionnaires sur leur faim. Donc c'est un problème qui a été immédiatement sanctionné par le marché. Et puis, il y a des questions qu'on commence à se poser sur la culture chez Google et des questions qui, me semble-t-il, ont été bien résumées par quelqu'un qui vient de quitter Google, qui était rentré chez Google en 2020 à l'occasion du rachat de l'entreprise qu'il avait créée, une entreprise qui s'appelait AppSheet. Je veux parler de Pravin Seshadri, qui dans son blog résume dans des termes assez durs, mais probablement en grande partie justifiés, ce qu'il considère être le problème culturel et non pas technologique de Google, selon lui. Ce problème culturel, il le résume en 4 points. Selon lui, Google a oublié quelle était sa mission. Il faudrait redéfinir clairement là où les missions de Google. Deuxième point, très important selon lui, et qui je crois est bien illustré par le cafouillage dont nous venons de parler, qui est celui du manque d'urgence. On a l'impression que Google n'a plus la niaque, que ses employés ne sont plus animés par l'urgence d'innover et de contrer l'innovation des concurrents. Et troisième point, cette illusion d'être une société qui est encore exceptionnelle et qui n'a pas peur des autres. Certes, elle a créé un système extraordinaire pour générer de l'argent en plaçant de la publicité et en dominant de manière extrêmement forte plusieurs secteurs, notamment celui de la recherche d'informations sur Internet, et que du coup, Google est assis, pour parler crûment, sur une boîte à fric qui ne rend pas urgent d'imaginer d'autres produits. Et on revient là sur le deuxième point qui est l'absence d'urgence. Ce que vous nous dites, Pierre-Yves, c'est qu'on serait face à un leader qui se reposerait un petit peu trop sur ses lauriers et qui n'aurait pas vu les nouvelles innovations de son secteur, par exemple. Exactement. Google s'est un petit peu endormi et s'est réveillé en sursaut avec ces annonces faites par Microsoft. Le dernier point de Pravin Seshadri était, selon lui, le mauvais management. Alors, Google, comme d'autres, a lancé un plan de réduction de ses effectifs qui touche 12 000 personnes, 6% de ses effectifs, et qui correspond en fait à une admission à peine implicite que trop de personnes ont été recrutées pendant la pandémie et qu'il faut un petit peu faire baisser la masse salariale et faire le filtre dans toutes ces nouvelles embauches. Et c'est un point qui
qui est assez développé par ce critique dont je viens de parler. Selon lui, ce problème culturel est aggravé par l'abondance de l'embauche qui a un petit peu dilué la culture de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, faut-il le rappeler, le département de justice et 8 États américains attaquent en justice Google pour abus de position dominante sur le marché de la publicité Internet et de la recherche. Et pour ne rien arranger, à la Cour suprême, demain et après-demain, Google, mais aussi Twitter, sont en quelque sorte devant les juges américains, devant les magistrats suprêmes américains, pour voir si la protection juridique dont ils bénéficient avec d'autres, qui est la fameuse section 320 de la loi de 1996, qui protège les gens qui publient sur Internet des contenus qui ne sont pas les leurs et qui ne sont pas tenus de les filtrer et qui ne peuvent pas être poursuivis pour avoir publié des choses qui inciteraient à la violence, par exemple. Pourquoi cette protection absolue aux États-Unis ne mériterait-elle pas d'être redéfinie, d'être recadrée? Et là, on retombe dans une de ces querelles intestines qui divisent le Congrès, avec en surface une unanimité totale entre républicains et démocrates qui ne sont plus d'accord pour cette protection absolue dont bénéficient ceux qui publient à peu près tout et n'importe quoi sur Internet, mais qui ne sont pas d'accord sur les remèdes à apporter. À gauche, on estime qu'il faut beaucoup plus de filtres, on estime qu'il faut être beaucoup plus virulent et intervenir pour mieux protéger, pas simplement la vie privée, mais les enfants et la désinformation. Et à droite, on est d'accord pour protéger la vie privée et les enfants et la pédopornographie, etc. Mais surtout, on ne voudrait pas que sous prétexte de filtrer les informations dites fausses, on empêche les internautes d'aller sur Internet pour trouver des informations qui sont introuvables dans les médias traditionnels qui, selon la droite américaine, sont totalement contrôlés par le Parti démocrate. Pierre, ils vont continuer avec l'actualité aux États-Unis, ou plutôt une réaction au fait que Lael Brainard quitte la Fed, donc ça a été annoncé, pour devenir la principale conseillère économique de Joe Biden, Pierre-Yves. Oui, je trouve que c'est extraordinaire, non pas tellement que Lael Brainard quitte la Fed, mais que personne ne souligne le caractère extrêmement politique de son choix. Lael Brainard était vice-présidente du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Elle est à la Fed depuis 2014. C'est une personnalité tout à fait respectée, admirée même de ses critiques, qui a un CV extraordinaire, qui est docteur en économie de Harvard, qui a enseigné à MIT, qui a une grande expérience concrète des affaires internationales pour avoir travaillé sous l'administration Obama et dirigé l'international au Trésor, qui connaît parfaitement toutes les questions monétaires et économiques. Ce n'est pas du tout sa compétence qui est en jeu, mais c'est son choix politique. Il est surprenant, quand on est numéro 2 de la Fed, de partir pour aller travailler pour la Maison-Blanche, et pas n'importe quel emploi à la Maison-Blanche, un emploi qui est très politique, qui est celui de la direction du National Economic Council, qui est chargé de coordonner toutes les initiatives économiques de l'administration dans toutes les agences fédérales. Alors vous me direz, il y a des précédents. En fait, non, pas vraiment. Ben Bernanke, c'est vrai, était gouverneur de la Fed en 2005 et a quitté la Fed pour aller à la Maison-Blanche. Mais il n'y est pas allé pour un rôle aussi proche de la décision politique. Il était patron du conseil des conseillers économiques du président Bush. Il n'était pas vraiment à la pointe de l'exécutif et du législatif. Lael Brainard est une démocrate, son engagement politique l'honore, mais tout de même, ça veut dire quelque chose sur les petites fissures que l'on peut voir dans la muraille de Chine, qui est censée protéger l'indépendance politique de la Réserve fédérale, de l'exécutif et du législatif. On se souviendra que lorsque la question s'est posée de renouveler le mandat de Jerome Powell en 2021, le président Biden a fait traîner les choses. Il a fait traîner les choses pendant 3 mois, parce qu'il a tenté de convaincre le Sénat, qui doit donner son aval,
que Lael Brainerd serait une très très bonne patronne de la Fed plutôt que Jerome Powell. Et il n'y est pas parvenu. Il n'y est pas parvenu parce que les républicains étaient réticents et aussi parce que la gauche du Parti démocrate considérait que Lael Brainerd n'était pas assez à gauche. Et du coup, on a en gros perdu 3 mois avant que Jerome Powell soit à nouveau nominé par le président Biden pour être ensuite confirmé au début de l'année 2021. Ces 3 mois comptaient, parce que c'était 3 mois dans lesquels l'inflation était en train de grimper et beaucoup de gens disaient « Attention, nous sortons de la pandémie, l'inflation se réveille, la Fed se trompe dans sa politique ». Qui consistait alors à dire l'inflation ne va pas se réveiller, c'est un phénomène temporaire. Donc, Lael Brainerd, formidable personnalité politique qui peut rendre de grands services à Joe Biden et qui visiblement vise le poste de secrétaire au Trésor lorsque, dans l'hypothèse où Joe Biden sera réélu en 2024 et où Janet Yellen, qui elle aussi a dirigé la Fed, quitterait l'administration. Janet Yellen qui a plus de 70 ans. On se souviendra aussi que en 2016, Lael Brainerd avait clairement affiché ses convictions politiques en contribuant financièrement à la campagne de Hillary Clinton, ce qui montre bien que cette fameuse muraille qui sépare la Fed de la politique, décidément, compte plusieurs fissures, pour ne pas dire plusieurs fenêtres. Ce que vous nous dites sans le dire, Pierre-Yves Dugas, c'est que vous n'êtes pas dupe d'une indépendance totale de la Réserve fédérale américaine par rapport au gouvernement américain ? Je constate que tous ceux qui s'offusquaient avec raison, lorsque le président Trump, dans des termes très crus, donnait des instructions à Jerome Powell, qu'il avait nommé, pour qu'il baisse les taux d'intérêt et qui disait « Mais enfin, la Maison-Blanche n'a pas à intervenir dans la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ». C'était vrai de dire cela. Encore que sur le fond, Donald Trump avait raison et la Fed a fini par faire ce que Trump avait indiqué. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont silencieux. Ils sont silencieux sur le fait que le numéro 2 de la Fed va diriger la politique économique de la Maison-Blanche. Moi, je trouve qu'on aurait pu les entendre un petit peu. Ils auraient gagné en crédibilité dans leur défense de l'indépendance de la Fed. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas de nous avoir accompagnés dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce quart d'heure américain. Je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bismart dans la grande édition de Smart Bourse. Je vous invite à retrouver le replay sur bismart.fr. Je vous invite à nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes de podcast et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart.